Que le discours soit fort, et il s'avère que c'est encore plus fort que prévu. Il a appelé l'Europe dans ses derniers mots de manière très forte. Je vous exhorte à faire que l'Europe retrouve sa bonne âme, cette âme perdue. Il a rappelé l'importance de la transcendance et de remettre en fait l'humain, l'homme au centre du dispositif, et ce d'un point de vue global, à la fois d'un point de vue économique, à la fois d'un point de vue social, sociétal. Il a appelé à la solidarité. Ces vieux, ces personnes âgées, ces jeunes qu'on abandonne ou alors qu'on détruit, qu'on laisse mourir à partir du moment où ils n'ont plus d'utilité. Il a exhorté aussi à refaire en fait quelque chose sur la question du marché du travail, notamment à faire que les gens retrouvent leur dignité par ce travail-là. On pourrait en disserter des heures, mais c'est effectivement, vous le disiez hors antenne tout à l'heure, c'est un sermon fait à l'Europe. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que cette liberté de parole fait que tout ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette âme perdue, sur la perte des valeurs, est aujourd'hui représenté dans un discours qui a duré quasi 35 minutes et qui est une véritable gifle, si je puis dire, à la construction européenne d'aujourd'hui. Alors, on a retrouvé les thèmes, j'allais dire les thèmes favoris du pape François, la famille, cette fameuse culture du déchet qu'il dénonce avec des mots toujours très forts, la place humaine qu'il veut remettre au centre, vous l'avez souligné, la famille bien entendu, et puis deux, trois thèmes qui ont dû toucher les parlementaires européens, l'écologie par exemple. L'écologie, et surtout respecter l'environnement. Vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire de cette planète. Dieu vous l'a donnée. C'est à vous d'en prendre soin, exactement. Et surtout derrière ce capitalisme financier qui a fait de la denrée alimentaire, de ce besoin primaire de manger, une forme en fait de spéculation. On ne peut pas tolérer que des gens meurent de faim alors que des denrées sont jetées chaque jour. La nature est à notre disposition, mais vous n'en êtes pas propriétaire. Vous êtes guidé en somme par l'orgueil et par la volonté de dominer et d'exploiter. C'est extrêmement fort comme discours. Et puis Nora, on se souvient également de la visite du pape François à Lampedusa en pleine Méditerranée. Il est revenu, il ne veut pas, le pape François, que la Méditerranée ne devienne un grand cimetière, a-t-il dit. Exactement, hein. Je vous rappelle que depuis les années 2000, on estime que 22 000 personnes sont mortes en Méditerranée et on est déjà un funeste compteur, plus de 3000 depuis le début de l'année 2014. C'était une de ses premières visites en Italie et à l'époque, il avait d'ailleurs pointé effectivement cet orgueil, cette irresponsabilité, cet égoïsme de l'Europe, et il a appelé à une forme non pas de co-développement qui serait liée à une relation mercantile avec ces pays d'origine qu'il faut éclairer, qu'il faut aider et pour lesquels en fait il est nécessaire en fait de travailler dans une forme de co-développement, d'être dans une forme de partenariat où l'humain serait au centre et du coup où la question strictement économique de qu'est-ce que vous avez à nous offrir contre qu'est-ce qu'on a à vous donner contre la gestion de nos frontières extérieures. On voit que c'est ce qui se passe en Tunisie, on voit que c'est ce qui se passe au Maroc, à la frontière gréco-turque. C'est effectivement quelque chose qu'il a pointé. Tout ça pour délivrer un message général d'espérance et d'encouragement aussi à l'Europe. Merci beaucoup Nora de cette analyse, de cette parenthèse papale, de ce discours du pape François que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. On retourne tout de suite dans ce qui nous occupe aujourd'hui également, à savoir ce congrès des maires de France, le 97e congrès des maires de France qui s'est ouvert aujourd'hui, ici, porte de Versailles à Paris, et donc Public Sénat vous fait vivre les meilleurs moments. Ils sont toujours passionnants. En ce moment, par exemple, dans la salle plénière de ce congrès, eh bien, on parle de transition énergétique. Vous le savez, les maires seront en première ligne pour réussir ce pari audacieux, un pari sur lequel, le pape François parlait tout à l'heure d'écologie. Enfin bref, tout se tient. On rejoint tout de suite la grande salle plénière, la transition écologique, avec, j'allais dire, un invité vedette, Nicolas Hulot, l'envoyé spécial du président de la République. À tout à l'heure, merci. Les consommateurs au geste de tri, je voudrais dire que c'est une opportunité phénoménale pour aborder la teneur énergétique et climatique de la production et de la production des objets et de la production et du recyclage des déchets. Donc un facteur supplémentaire pour mobiliser les comportements et message à Nicolas Hulot qu'on entendra tout à l'heure. Martial Sadier.
Question sur l'écobuage. À peu près la moitié de la population de notre pays respire de l'air dont la qualité n'est pas satisfaisante. Plusieurs secteurs d'émissions, les transports, le chauffage domestique, l'écobuage, l'industrie, l'agriculture. À ce titre, la réglementation en France est très claire et très stricte. L'écobuage est strictement interdit sur le territoire national, sauf 2 dérogations qui sont accordées par le préfet. Dans la partie sud de la France soumise à des risques très importants l'été de feux de forêt. Nous n'avons pas d'autres techniques actuellement efficaces que quelquefois de devoir faire de l'écobuage l'hiver pour éviter des drames qui seraient bien plus importants l'été. Donc le préfet peut autoriser de l'écobuage l'hiver pour prévenir des feux de forêt intenses l'été. Deuxième dérogation pour l'agriculture accordée par le préfet du département pour des terrains qui ne seraient pas accessibles. 75 kilos, brûler 75 kilos de déchets verts dans votre jardin équivaut à faire plus de 10 000 km en émissions de particules fines. Ça a été clairement dit tout à l'heure, la filière bois est une filière d'avenir, à une condition, c'est qu'on brûle du bois sec de qualité dans un appareil de chauffage performant, dont la cheminée est régulièrement ramenée. 1 mm de suie dans votre conduit de cheminée, c'est 7% de rendement en moins pour votre fourneau. Et puis on a vu des dispositifs et des systèmes locaux d'économie à mettre en œuvre, comme vous le faites, Gérard Miquel, avec votre syndicat intercommunal. Alors Nicolas Hulot est avec nous et nous écoute très silencieusement depuis qu'il nous a rejoints. Il va nous parler dans un instant de ce grand rendez-vous qu'est la COP21, qu'évoquait Michel Bourgain, mais au-delà peut-être... Quand vous écoutez les élus locaux français aujourd'hui en débat sur ces politiques environnementales, sur ces projets d'économie circulaire, cette maire qui nous explique 8 hectares de serre à partir du traitement, on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a eu cette prise de conscience dont vous avez été un des éveilleurs et vous voyez aujourd'hui sur les territoires se mettre en œuvre ces politiques. Nicolas Hulot. D'abord, je vois que notre vocabulaire collectif s'enrichit. Je vois avec plaisir que, je crois 2 ans après que nous ayons fait un voyage en commun aux Pays-Bas pour regarder au niveau des collectivités ou des entreprises ce qu'était cette notion un peu abstraite à l'époque d'économie circulaire, que le mot économie circulaire ou le concept même d'économie circulaire a diffusé. Il a diffusé dans le vocabulaire, mais visiblement, il a diffusé dans les pratiques. Je vois que le terme d'éco-conception, de bâtiment à énergie positive, a diffusé dans le vocabulaire, mais a diffusé dans la réalité. Tout ça pour dire que il y a quand même quelques éclaircies dans ce tunnel un peu obscur que nous venons de traverser sur notamment l'enjeu qui est pour moi l'enjeu majeur. Tout simplement parce qu'il conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous sommes attachés, qui est l'enjeu climatique. Dans ces éclaircies, elles sont plus manifestes à l'échelle locale. Je ne dis pas cela par flagornerie, parce que je me retrouve aux côtés d'élus, mais elle est moins manifeste à une échelle nationale et, qui plus est, à une échelle multinationale. L'histoire a montré que quand la contrainte est imparable, l'improbable est possible. Et je dis ça parce que une des leçons de mes 2 années de mission auprès du président pour essayer de mobiliser, de faire converger les intelligences, les énergies, les volontés pour que chacun prenne sa part de responsabilité, une des leçons, c'est que le changement est déjà en marche. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est plus probant à l'échelle territoriale et à l'échelle locale. En dépit des difficultés que vous énoncez et qui sont réelles, difficultés administratives, difficultés économiques, difficultés chroniques d'arbitrer des choix entre les impératifs du court terme et les enjeux du long terme. Parce que chacun d'entre vous le sait, il faudrait porter 2 paires de lunettes sur le nez pour faire les bons choix, mais quand on met une paire de lunettes pour voir de près ou une paire de lunettes pour voir de loin sur le nez, on y voit flou. Et malheureusement, c'est tout l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il faut répondre aux exigences sociales qui se manifestent avec puissance chaque matin sur les épaules des élus locaux, territoriaux, régionaux ou nationaux,
mais sans sacrifier l'avenir au présent. Mais la leçon que je vois, c'est qu'effectivement, au niveau des communes, des collectivités, l'innovation est en marche. Le bon sens est en marche. Le bon sens qui allie écologie et économie, deux mots qui étaient pratiquement une oxymore il y a encore peu de temps. Et puis qui plus est, et c'est probablement ce qui me donne un peu d'espoir, parce que j'avoue que parfois j'ai la tentation du désespoir, parce que je me dis comment des hommes et des femmes animés de grands principes philosophiques, si instruits sur la réalité climatique, ont pu laisser passer tant d'années sans ne rien faire. Mais pour autant, le changement est en marche, et notamment au niveau des petites et moyennes entreprises disséminées dans notre territoire. L'innovation est absolument incroyable. Et l'argument que l'on avait il y a encore peu de temps, je ne vais pas être trop long, qui était de dire, sur le changement climatique, sommes-nous bien sûrs de la responsabilité humaine? Il est évacué. Oh, je trouverai toujours probablement ici même certains pour dire que le doute subsiste. Enfin, est-ce que nous monterions dans un train dont on nous dirait à 98% de chances que son issue est fatale, qu'il va heurter un obstacle sur la voie? La réponse est non. Et le deuxième argument, c'est de dire, mais que pouvons-nous faire par rapport à la complexité des enjeux? Eh bien, la réponse, c'est que cet argument n'est plus valable, parce que sur un plan économique, sur les instruments pour financer la transition du long terme, sur un plan technologique, comment répondre aux besoins, aux impératifs climatiques, comment rentrer dans le modèle énergétique de demain, et on y reviendra tout à l'heure par rapport à la remarque que j'entends sur les inconvénients des éoliennes. Mais les outils sont là. Ils sont là également sur les modes de production agricole. Ils sont là sur la ville durable. Ils sont là sur le transport durable. Le problème, c'est que jusqu'à présent, ils sont de l'ordre de l'exception. Et que l'enjeu d'ici la conférence de Paris, et évidemment à partir de la conférence de Paris, c'est que ce qui est de l'ordre de l'exception devienne la norme. Et pour ça, il faut vaincre notre pire ennemi. C'est le conformisme et le scepticisme. Le conformisme, ça ne marchera jamais. L'économie circulaire, la rigolade. Nourrir 9 milliards de personnes avec de l'agroécologie, ça ne marchera jamais. Répondre à nos besoins énergétiques avec les énergies renouvelables, c'est impossible. Eh bien, il faut vaincre ça, parce qu'en réalité, quand le génie humain a intégré, a capté la contrainte, eh bien, il est capable du meilleur, comme il a pu être capable, dans ces années d'inconscience, d'être capable également du pire. Voilà, simplement pour vous dire que nous sommes à un moment où on peut basculer d'un côté ou de l'autre, selon le degré de conscience, mais surtout selon notre capacité à chausser une notion que nous n'avons pas voulu prendre en compte pour l'instant, c'est la notion d'universalité. Parce que chacun d'entre nous, nous réfléchissons en fonction de notre propre horizon, et nous avons raison, vous avez vos contraintes locales. Mais là, l'enjeu qui nous fait front, c'est un enjeu universel, et qu'au-delà de nos barrières culturelles, géographiques, économiques, religieuses peut-être, eh bien, nous devons tous prendre notre part de responsabilité, non pas dans le constat, il appartient au passé, dans la réponse. Et on ne peut pas d'ailleurs, en matière énergétique, j'en profite pour le dire au passage, mais additionner les refus. On ne peut pas être contre tout. Et moi, ce que je demande, j'entends bien qu'on puisse s'opposer. Moi-même, je reconnais que ça me heurte, au fond de moi, de voir le dernier espace libre, libre du regard, l'espace marin, agressé par des énergies, des éoliennes offshore. Mais en même temps, que proposons-nous? Que nous dit le dernier rapport du GIEC? Et j'en termine par là, mais c'est simplement pour donner la mesure de l'ampleur de la tâche. À quoi nous demande-t-il de répondre? Il nous dit, si l'on veut se donner une petite chance de contenir les changements climatiques, à 2 degrés. Pourquoi 2 degrés? Parce que c'est encore ce qui est à notre portée. C'est ce qui est le moins tragique. Il faudra laisser 70% de nos énergies fossiles sous terre. À partir de là, je demande à chacun d'y réfléchir. Merci Nicolas Hulot. Alors,
Le message que vous venez de nous dire aussi, c'est de renvoyer à la responsabilité de ces élus de territoire dans ces arbitrages pour chausser les bonnes lunettes, comme vous le disiez. Michel Bourguin, quand on est maire en milieu urbain aujourd'hui, responsabilité, Martial Saddier, idem, une réaction aux propos de Nicolas Hulot. La première réaction qui me vient à l'esprit, c'est... Comme Nicolas vient de le rappeler, comment se fait-il que tant d'intelligence nous ont amenés au mur dans lequel on se trouve maintenant? Et puisque j'habite et je dirige une commune en Seine-Saint-Denis, qui est le département qui va porter la conférence climatique, nous avons un devoir d'exemplarité, bien entendu. Et le mot d'ordre que j'ai proposé à mon conseil municipal, c'est d'abord... Pour l'ensemble des événements de l'année 2015, il nous faut les colorier sous la dimension climat. Et le deuxième message, c'est qu'il faut laisser le scepticisme de côté. Ce qui ne vient pas du haut peut venir du bas. Et le bas, c'est l'union à construire entre les citoyens qui ont de grandes attentes et les collectivités territoriales qui sont déjà à la manœuvre et qui ont plein d'exemples positifs, de façon à traverser la conférence climatique et à contraindre dans ce mouvement-là les décideurs, le haut, à prendre les décisions à la hauteur des exigences. Merci Michel Bourguin. Martial Saddier. Oui, rapidement, je remercie à mon tour Nicolas Hulot pour sa présence et puis son message. Il est le conseiller du président. Je pense que la France, au regard des défis qu'il vient de rappeler, a envie, a besoin et doit faire confiance en ce territoire. Et doit faire confiance aux maires, qu'ils soient des maires réélus ou qu'ils soient des maires nouvellement élus. Ils ont tous fait campagne avec un engagement environnemental fort. Que la France fasse confiance dans ces territoires. La décentralisation a un sens, y compris dans le défi de l'évolution de notre climat. Et je pense qu'ensemble, à la fois avec l'échelon national et l'échelon local, nous pouvons effectivement relever un certain nombre de défis. Merci Martial Saddier. Alors Nicolas Hulot, on a évoqué dès le début de ce congrès, de ce premier débat du congrès des maires de France, le rendez-vous COP21, cette rencontre internationale des partis, et vous êtes aujourd'hui envoyé spécial du président de la République pour la protection de la planète, enjeu global, et puis aussi des réponses locales que portent les élus présents à ce congrès. Nous vous écoutons maintenant. D'abord, merci beaucoup. Ceux qui me connaissent savent que j'ai l'habitude, en général, de m'exprimer sans support de texte. Donc je vous donnerai un tout petit peu d'indulgence parce que j'arrive tout juste de Nouméa. D'ailleurs, je salue quelques élus de Nouvelle-Calédonie que j'ai eu l'occasion de rencontrer là-bas. Nous étions avec le président en Nouvelle-Calédonie, notamment parce que nous souhaitons faire en sorte que la voix des îles du Pacifique, des Caraïbes, de l'océan Indien ne se perde pas dans le bruit de fond de nos sociétés et que leur espoir ou leur désespoir puisse être entendu bien en amont de la conférence de Paris. Monsieur le Président de l'Association des maires de France, merci de m'avoir invité, Mesdames et Messieurs les membres du bureau. Je devais normalement saluer Madame la Ministre, mais je me ferai comme je l'ai fait après avoir été en Guadeloupe il y a peu de temps et à La Réunion. Je n'ai pas de pouvoir, mais j'essaie de relayer vos doléances, souvent très légitimes, et ce que vous avez mentionné sur les sargasses dans mon voyage à Pointe-à-Pitre, je l'avais mentionné auprès de Madame le Ministre et je le referai. Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs et mes chers amis, puisque je connais quelques-unes et quelques-uns d'entre vous, après les interventions et les débats de cette matinée,
Je pense qu'il n'est pas très utile que je m'étende sur l'importance du rôle des maires et des équipes municipales en matière d'environnement et de développement durable. Je crois que tout a été dit et que les débats de ce matin l'ont montré de façon très concrète. Chacun, comme ça vient d'être rappelé, comprend qu'il est essentiel, car évidemment, les communes sont des acteurs de premier plan et leurs élus, plus que quiconque, jouent un rôle de mobilisation et d'entraînement de tous les citoyens sur la voie du développement durable, sachant au passage que c'est une expression que nous devons utiliser avec beaucoup de prudence, car parfois le développement durable peut être une forme de camomille mielleuse pour mieux digérer nos excès de civilisation. Je dis ça au passage parce que, attention de bien redéfinir régulièrement ce qui est durable et ce qui ne l'est pas. En tout cas, je souhaite, comme je l'ai fait à l'instant, parce que j'en suis convaincu et non pas par courtoisie, rendre hommage au rôle et à l'engagement des élus, des maires, des conseillers généraux, des régions, sur le rôle que vous portez et la responsabilité que vous avez, évidemment dans un contexte budgétaire et parfois administratif, je l'ai entendu, qui ne vous simplifie pas forcément la tâche. Enfin, j'en viens maintenant à l'objet de mon intervention qui est, et pardon de mon obsession, mais la mobilisation pour le climat. Et je voudrais donc aller très rapidement à l'essentiel, et cet essentiel, à mes yeux, tient en deux propositions. D'abord, la conférence de Paris Climat 2015 est un rendez-vous crucial, si tant est que le mot soit suffisamment fort. Rendez-vous crucial parce que, quelque part, je dirais que se conditionne ou se détermine à Paris, pour le meilleur et pour le pire, l'avenir de nos propres enfants. Oh, peut-être que cette formule a déjà été employée à Copenhague, et pourtant le monde ne s'est pas arrêté, ne s'est pas écroulé au lendemain de l'échec de Copenhague. Mais enfin, attention. Attention, parce que vous avez deux courbes qui sont en train de se combiner, la courbe du scepticisme et du fatalisme et la courbe de l'irréversibilité. Nous n'avons que trop ajourné la mutation, nous n'avons que trop parlé, et maintenant nous devons faire de Paris un moment d'engagement collectif. Le succès de cette conférence repose bien entendu sur la mobilisation de tous, à commencer par les citoyens, et dans ce sens, les élus peuvent nous aider à créer une mobilisation positive, et évidemment l'engagement des communes qui, comme je viens de le dire, sont des acteurs de premier plan. La grande conférence de Paris qui va donc se dérouler, comme vous l'avez dit, au Bourget les 2 premières semaines de décembre 2015, je dirais quelque part que se joue peut-être l'accomplissement de l'humanité. La nature va nous tester sur notre détermination. L'autre jour, quand j'accompagnais le président au Vatican, le Saint-Père a eu cette phrase, il a dit « Les hommes pardonnent parfois, Dieu toujours, mais la nature jamais ». Essayons de faire en sorte qu'elle n'ait pas à s'exprimer, d'autant qu'il y a quelque chose d'assez injuste, c'est que dans le domaine écologique ou climatique, on externalise toujours dans le temps et dans l'espace les conséquences de notre insouciance ou de notre inconscience. Ceux qui trinquent ne sont pas forcément ceux qui en sont responsables. Et d'ailleurs, si nous sommes quelque part, mais sans l'avoir imaginé, responsables de la situation climatique, on n'a pas quelque part à se le reprocher parce que jusqu'à peu, nous n'avions pas conscience que l'activité humaine pouvait mettre en péril les grands équilibres et avoir de telles conséquences. Sauf que, comme je le disais à l'instant, maintenant nous sommes informés de la situation. Et donc dès lors que nous avons les éléments, à notre responsabilité s'ajoute, à dater de maintenant, une forme de culpabilité que l'histoire
retiendra, je ne le dis pas pour vous, mais je le dis pour les 195 chefs d'État qui devront, j'espère, à Paris, saisir cette fenêtre d'opportunité qui ne se représentera pas une deuxième fois. L'ordre du jour de la conférence de Paris, pardon si je le rappelle à ceux qui le savent déjà, mais cet ordre du jour a été fixé dans les conférences précédentes et notamment à la conférence de Durban en 2011. Et les États, et c'est bien le seul objectif de Paris, les États se sont engagés à conclure un accord universel, juridiquement contraignant, permettant de limiter le réchauffement. Laurent Fabius préfère par prudence parler de dérèglement climatique, mais l'objectif c'est bien de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Au passage, simplement préciser pourquoi 2 degrés. Non pas parce que c'est ce qui sera agréable pour la plupart des citoyens de cette planète, c'est parce qu'en l'état de nos économies, de nos technologies, c'est, semble-t-il, la seule cible qui soit encore à notre portée. Mais j'insiste là-dessus, non pas pour nous effrayer, non pas pour nous culpabiliser, mais simplement pour nous responsabiliser. 2 degrés, ce sera de toute façon une tragédie pour un bon nombre d'habitants de cette planète. Je rappelle que les changements climatiques, au moment où nous parlons, au moment où nous préparons la conférence de Lima, au moment où les 20 plus grandes nations du monde ont discuté à Brisbane, au moment où Ban Ki-moon a réuni sans collecter énormément de fonds 120 États au sommet de Ban Ki-moon à New York, eh bien chaque année, ce sont 27 millions de personnes qui doivent se déplacer parce que ce sont les conséquences des changements climatiques. Et pour la seule année 2010, ce sont 40 millions de personnes. Simplement pour vous donner un ordre de grandeur, ce que l'on appelle, entre guillemets, car cet intitulé n'a pas été encore validé par les Nations Unies, mais les réfugiés climatiques, représentent 3 fois plus de déplacés que les déplacés liés au conflit. Donc 2 degrés, selon les mots mêmes du GIEC, confirmé encore il y a 3 jours par le dernier rapport de la Banque mondiale, que l'on ne peut pas soupçonner d'être une officine obscurantiste d'écologistes, qui nous disent que nous sommes face à un niveau horrible de risque. 2 degrés pèsera sur nos économies, mais au-delà, nous rentrons simplement dans un scénario imprévisible ou que trop prévisible, irréversible, c'est-à-dire que, comme le disait Bergson, si aujourd'hui l'avenir de l'humanité est incertain parce qu'il dépend d'elle, ça veut dire qu'il dépend encore de nous, mais si nous laissons passer cette fenêtre de tir, il ne dépendra plus de nous. Nous aurons perdu la main. Et c'est pour ça que, sans vouloir forcer le trait sur la conférence de Paris, le 1er janvier 2016, nous nous réveillerons avec une gueule de bois, mais les apparences continueront. Mais nous aurons sacrifié, quand je dis nous, les États, parce que là c'est la responsabilité des États et de personne d'autre, nous aurons sacrifié des millions de vies. Les modélisations disent que ce seront 250 millions de personnes qui seront condamnées à se déplacer. Je rappelle simplement, pour donner l'échelle de grandeur, que selon Monique Barbu, qui est la secrétaire exécutive de la Convention des Nations Unies pour la désertification accrue par les changements climatiques a déjà porté entre 2000 et 2020 60 millions de personnes aux portes de l'Europe. C'est simplement pour que l'on prenne la mesure de l'enjeu qui pourra peut-être permettre de relativiser certains sacrifices ou d'éclairer certains choix auxquels nous serons condamnés. 2 degrés, comme je l'ai dit à l'instant, qui nous obligera pour certains pays à diviser par 2, par 4, d'ici 2050, nos émissions de gaz à effet de serre. Sacré exercice, je le reconnais, si difficile que ce peut expliquer que nous ayons ajourné pendant des années l'effort, parce qu'en fait nous sortons de 150 années d'une économie qui a été dopée
par ce qui aujourd'hui n'est plus la solution, mais la cause de tous nos désordres, c'est-à-dire les énergies fossiles. C'est grâce aux énergies fossiles que l'homme a changé d'échelle et que nous sommes rentrés brutalement dans ce que les géologues appellent l'Anthropocène, l'ère de l'humanité. L'ère de l'humanité. Michel Foucault disait « Je déplore que le sort de l'humanité soit dans d'aussi mauvaises mains que les siennes ». Je voudrais lui donner tort, lui montrer qu'au contraire, c'est une bonne nouvelle. Tout dépend du sens que nous allons donner au progrès. Tout dépend si nous allons continuer à disperser nos intelligences sur tous les fronts, nos économies et nos investissements sur tous les fronts, mijoter nos petits préjugés les uns envers les autres comme si nous avions l'éternité devant nous, ou si, au contraire, à l'échelle locale, régionale, nationale, multinationale, nous allons nous rassembler non pas sur ce qui nous ressemble, mais sur ce qui nous rassemble, et l'enjeu climatique nous rassemble. Voilà quel est le défi de Paris. L'autre, donc de faire en sorte de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de faire en sorte simultanément de ne pas restituer à l'atmosphère tous ces écosystèmes qui stockent gratuitement des gaz à effet de serre, les forêts, les récifs de coraux, les mangroves, mais aussi les sols et les surfaces agricoles dont je reparlerai tout à l'heure. L'autre grand chantier, c'est ce qu'on appelle l'adaptation, parce que malheureusement le coût du changement climatique est parti et il va bien falloir aider les pays les plus vulnérables à faire face aux conséquences des changements climatiques, conséquences excessivement nombreuses, perte de productivité des sols, accès aux ressources en eau potable de plus en plus difficiles, propagation des épidémies et des virus, déplacement de population et que sais-je encore. Pour les pays les moins avancés, c'est même effectivement le chantier principal, mais les pays industrialisés sont eux aussi concernés. Je veux simplement rappeler, pour vous donner un ordre de grandeur, que les États-Unis, qui viennent d'ailleurs de donner un petit signal enfin positif avec un accord passé avec les Chinois, les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre, tant mieux pour ma mission, tant mieux pour la diplomatie française, parce que jusqu'à présent, quand on va voir des pays émergents, et qui plus est des pays en voie de développement, et qu'on n'a rien à leur proposer en termes d'engagement des deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre, c'était pratiquement une mission vaine. Mais aux États-Unis, pour vous donner aussi, pour ceux qui n'ont que seul argument, l'argument économique, en 1980, le coût des catastrophes naturelles était de 4 milliards de dollars. En 2000, on était déjà passé à 10 milliards de dollars. En 2010, on était à 20 milliards de dollars. Et en 2012, rien qu'avec l'ouragan Sandy, on était à 40 milliards de dollars, plus 60 milliards de dollars pour la sécheresse dans le New Jersey. Vous pourriez probablement, si vous interrogiez les réassureurs européens, avoir une lecture un peu identique du coût des catastrophes naturelles, parce que ce que le rapport du GIEC, et vous êtes concernés parce que malheureusement c'est sur les territoires que vous êtes impactés, que vous subissez cette chaîne d'impact, vous voyez bien que l'intensification et la multiplication des extrêmes climatiques nous concernent, y compris sur notre territoire. J'en veux pour preuve, sans mettre tout sur le dos des changements climatiques. C'est clair que ce n'est pas parce qu'il va tomber 1 centimètre de neige en hiver ou qu'il va pleuvoir au printemps que les changements climatiques en seront responsables. Mais avons-nous besoin d'être prix Nobel pour quand même observer que sous nos latitudes, il y a quand même un certain nombre d'aberrations climatiques ou météorologiques qui nous font perdre nos références et qui ont des conséquences sociales et économiques, parce que quand on regarde ça de loin, on regarde ça même avec un certain soulagement d'être épargné par les conséquences des extrêmes climatiques, mais enfin quand on est dans certaines régions de Bretagne ou certaines régions du Sud-Est qui régulièrement sont envahies par les eaux, je ne suis pas sûr qu'on ait la même lecture. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a donc deux tentations que nous devons ensemble repousser. Le scepticisme, qui conduirait à remettre une fois en doute les conclusions des scientifiques. Oh, la science est faillible, j'entends bien, mais enfin ce doute, il s'est exprimé à Rio il y a 20 ans, on a donné des moyens illimités à la science, et le GIEC, je le rappelle, n'est pas un petit laboratoire. Le GIEC, c'est simplement un organisme qui compile des dizaines de milliers d'expertises qui malheureusement vont tous dans le même sens. D'ailleurs, aucun chef d'État
ne conteste la réalité. Et la deuxième tentation, c'est celle évoquée tout à l'heure. Notre pire ennemi, c'est le fatalisme. Où est-ce qu'on en est de la conférence de Paris à une semaine de la conférence de Lima, qui a lieu donc au Pérou, et qui est une étape importante, puisque là, on devrait commencer à discuter de la forme du texte, parce que vous voyez quand même la complexité. Mettre 195 États autour d'un accord. Vous avez probablement déjà assisté à une réunion de copropriétaires à 4 pour décider qui va prendre sa part dans le ravalement d'un immeuble. Mais à 195, en demandant à chaque nation de prendre une part de responsabilité importante, de renoncer pour certains à l'utilisation des énergies fossiles et de revoir parfois un modèle économique qui n'est plus la solution mais qui est le problème, inutile de vous dire que l'équation va être compliquée, mais heureusement les états d'esprit ont changé. Et la France, d'ailleurs, aborde la conférence de Paris, et c'est là qu'on se retrouve, dans cette volonté que l'on appelle l'agenda positif. Ne plus larmoyer sur le constat, même s'il ne faut pas oublier ceux qui en sont victimes, mais bien identifier ce qui appartient à la solution, et c'est là aussi on se rejoint, parce que beaucoup de solutions émergent au niveau local ou territorial, mais il faut les diffuser, il faut les partager, il faut les valoriser. Et il y aura d'ailleurs des occasions en amont de la conférence de Paris et simultanément à la conférence de Paris pour que toutes les initiatives locales puissent être produites, mises en évidence, de manière à, comme je le disais tout à l'heure, que ce qui est l'exception, mais qui est parfaitement reproductible parce que souvent économiquement validé, puisse devenir la norme. Vous savez, dans les collectivités que j'ai visitées, j'en ai vu beaucoup en France, petite, moyenne, grande taille, mais je retiens par exemple 2 exemples démonstratifs. À Kristianstad, en Suède, ils réussissent maintenant à produire la chaleur de toute cette collectivité simplement en récupérant les déchets de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie forestière et tout simplement les déchets agricoles. Bon, une démonstration qui rejoint celle que vous avez ici, mais c'est 100%. Une autre échelle, San Francisco. On parle d'économie circulaire. À San Francisco, il y a quelques années, vous auriez trouvé le traitement des déchets dans la colonne dépenses. Et bien maintenant, à San Francisco, les déchets sont dans la colonne recettes. Parce que, enfin, on a basculé, on a transformé les déchets en ressources, en matières premières, nouvelle. Et cette notion-là est très importante. Comme est importante aussi l'idée que nous devons nous approprier tous ici, de passer non pas dans une réduction d'impact, mais dans un impact positif. Et ça, c'est un changement de logiciel et même de paradigme. Parce que ça ne suffira pas de réduire notre impact. Et notamment pour les terres agricoles. Je me tourne là vers les élus. Parce que les terres agricoles devraient être considérées comme des terres rares. Et Monique Barbu a fait signer à Dakar l'autre jour un engagement de l'État sénégalais pour 1 hectare détruit, on en réhabilite 3. Peut-être que ça peut nous servir de leçon. À New York, 120 chefs d'État étaient présents au sommet de Ban Ki-moon. L'objectif de New York était de commencer à abonder le fonds vert pour le climat. Je dois ici reconnaître que la France a été exemplaire dans un contexte budgétaire pour le moins difficile. Avec l'Allemagne, elle a chacun abondé le fonds vert à hauteur de 1 milliard de dollars. Mais nous étions quasiment les seuls à New York. Heureusement, cette leçon a servi de démonstration et quelques temps plus tard, et notamment à Brisbane au G20, le Japon et les États-Unis ont suivi. Et d'autres pays, nous sommes déjà dans l'amorçage souhaité qui est 10 milliards de dollars. Ce fonds vert servira à la fois pour aider les pays les plus exposés ou vulnérables à s'adapter, mais à doper la transition énergétique et climatique. Mais à terme, ce n'est pas 10 milliards qu'il faut trouver, c'est 100 milliards de dollars si l'on veut réussir la transition énergétique et aider les pays impactés à faire face à cette situation. 100 milliards, c'est énorme. C'est énorme, sauf si on prend 2 chiffres en compte. N'hésitez pas à me dire si je suis trop long. Chaque année,
ce sont 650 milliards de dollars qui sont accordés sous forme d'exonération ou de subventions aux énergies fossiles à l'échelle du monde. Mettez en regard le coût des conséquences des changements climatiques pour la collectivité mondiale, 450 milliards de dollars. Donc d'un côté, nous dépensons 650 milliards de dollars pour créer un problème qui nous en coûte 450 milliards de dollars. Simplement, dans ce petit énoncé, c'est pour vous dire que là, il y a peut-être une petite marge de manœuvre. Si nous arrivions à basculer ne serait-ce que 100 milliards des 650 milliards, notamment pour aider le développement des énergies renouvelables, évidemment, cela serait excessivement structurant. Le rôle des communes et des maires, vous pouvez nous aider à jouer un rôle majeur dans la mobilisation, notamment des citoyens, parce que si on veut donner des ailes à nos chefs d'État, il faut que chacun se manifeste. Encore faut-il que les citoyens accaparés par des vraies souffrances, enfin pas des vraies souffrances, mais d'autres souffrances plus palpables que les changements climatiques, soient informés que l'avenir de leurs enfants est en train de se déterminer maintenant. Et cette mobilisation citoyenne, elle doit évidemment aussi s'exercer au niveau local pour informer, mobiliser et motiver les citoyens. En second lieu, je voudrais dire que les villes et plus largement les communes sont évidemment un chaînon essentiel dans les actions d'atténuation et d'adaptation. Et le rapport qui a été rédigé l'année dernière par les sénateurs Dantec et Delbar le font ressortir avec évidemment force démonstration. En plus, de nombreuses villes du monde ont pris des engagements ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, je voudrais venir très rapidement à un rôle important des villes, un rôle d'ailleurs que Anne Hidalgo a très bien décliné, et elle y a engagé ce que l'on appelle le C40, mais qui n'a plus de 40 que le nom, puisque je crois que les plus grandes métropoles du monde sont beaucoup plus nombreuses que 40, pour s'engager à faire en sorte que la commande publique, et ça c'est pour moi très important, la commande publique qui dans le monde représente entre 15 et 20% de la production ou de la consommation. 15 et 20%, vous créez la norme, vous créez le standard. Si cette commande publique s'approvisionne à une économie bas carbone, vous créez la norme, vous créez le standard, et à partir de là, vous créez la taille critique pour faire que cette économie devienne l'économie principale. Et donc, en cela, les responsables territoriaux, les maires, notamment dans les appels d'offres, vous avez toute latitude pour faire en sorte que le critère ou les critères environnementaux soient évidemment des critères de premier choix. Parmi les actions locales, et je vais être très court, que je souhaite évoquer, une en particulier qui m'est chère notamment dans les travaux que nous avons initiés avec ma propre fondation, c'est la restauration collective responsable, qui fait, et plusieurs villes, Lons-le-Saunier notamment, l'ont démontré, figure de boucle vertueuse à travers la gestion, la valorisation des déchets, à travers les circuits courts, mais pas seulement, avec l'installation des jeunes agriculteurs, agriculture bio de qualité, éducation au goût, santé, bref, tout ce qui fait un projet de territoire. Et pour pouvoir réussir à avoir un réel impact positif, ces solutions ne doivent pas seulement être sectorielles, mais elles doivent être transversales, et travailler sur les projets alimentaires locaux au bénéfice de tous est un projet transversal et c'en est un bon exemple. La FNH, ma propre fondation, lancera en décembre un portail national de la restauration collective. Le conseiller spécial du président de la République en matière de transition énergétique, en matière d'écologie, l'homme qui prépare avec le président de la République eh bien, ce fameux congrès climat Paris 2015 continue à s'exprimer là sur le grand plateau de la salle plénière du 97e congrès de l'Association des maires de France. La transition écologique, bien entendu, au menu de ce congrès des maires. Nous ont rejoint sur ce plateau Luc Guyot, maire de Torigny, c'est une commune de Vendée. On n'avait pas l'habitude de vous connaître comme élu local, c'est fait depuis mars dernier. Je rappelle que vous avez été pendant de longues années président de la FNSEA, autrement dit la transition énergétique et l'écologie, ça vous intéresse aussi. Avec nous également. J'accueille Nicolas Dupont-Aignan, maire de Hyères,
brillamment réélu dans l'Essonne, brillamment réélu lors des dernières municipales, de mars dernier. Luc Guyot, lorsque vous entendez Nicolas Hulot plaider en faveur de ces dossiers, de l'écologie, de cette transition énergétique, vous avez envie de le suivre au niveau local, dans votre commune, Torigny, dans la Vendée? Je n'ai pas toujours été d'accord avec lui, mais sur le discours qu'il a donné aujourd'hui, je suis prise de conscience. Et moi, dans ma commune, aujourd'hui, il y a un projet d'éolien. Il faut à la fois œuvrer pour le mettre en place et puis expliquer où chacun pense que ça serait mieux ailleurs. Et donc ça, ce qu'il a dit tout à l'heure est très important. Il faut faire des choses, donc ça suppose que chacun se remette un peu en cause. Et ça, dans nos petites communes, c'est tout le travail d'explication pour pouvoir être compris. Vous avez le sentiment d'avoir un petit peu progressé, avancé sur ce chemin de l'écologie depuis quelques années? Je pense que dans les 15 dernières années, il y a eu des progrès considérables. Je ne dirais pas un peu, mais beaucoup, même s'il reste encore beaucoup de travail à faire. Et du côté des agriculteurs, puisque j'en étais, il y a eu un travail remarquable qui a été fait. Et puis de l'ensemble de la société. On a parlé tout à l'heure du tri sélectif, on a parlé des énergies, on a parlé tout de suite de... Nicolas Hulot a parlé aussi du gaspillage alimentaire, je m'en occupe aussi aujourd'hui. C'est tout cela qui concourt, mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et puis il ne faut surtout pas oublier les jeunes générations. Et tout le travail de formation et d'information pour les jeunes générations, c'est cela qui fera l'avenir. Nicolas Dupont-Aignan, à hier, vous êtes également un maire écolo, si l'on peut dire. Aujourd'hui, c'est nécessaire, c'est indispensable. Mais je dirais que la meilleure écologie, c'est celle qu'on fait naturellement. Nous, on avait fait il y a même 10 ans un plan vert, des micro-décisions, mais qui permettent de changer les choses et de faire des économies. C'est rentable. En revanche, attention à un discours qui serait un discours superficiel, alors même qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, pour faire de l'écologie, il faut investir. Et on va avoir le plus grand plan social de France dans les collectivités locales cette année prochaine, en 2015. Donc je dis attention à ces grands discours au moment où on est en train de casser l'investissement des collectivités locales de manière incroyable. Et je ne le dis pas avec une vision politicienne pour critiquer le gouvernement. C'est incroyable ce qui est en train de se produire dans le silence le plus total. Localement, dans votre commune de hier, est-ce que le gel des dotations qui date déjà depuis quelques temps, puis les baisses à venir de ces dotations de l'État ont déjà un impact, par exemple, sur votre capacité d'investissement? Bien évidemment, nous avons réduit l'investissement, mais là, on change de nature. Les 3 prochaines années, si vraiment le gouvernement va au bout de sa logique, c'est un désastre en matière d'emploi, c'est la faillite de milliers d'entreprises du bâtiment et des travaux publics, ou alors une augmentation sans précédent des impôts locaux. Et donc je crois qu'il est bon de faire des économies. Moi, tout le monde est pour des économies, mais les économies, on les anticipe, on les fait progressivement. Moi, je peux assumer une baisse de dotation légère chaque année, mais je ne peux pas assumer, comme tous les maires de France, ce qui est en train de se produire. Je n'imagine pas qu'on puisse continuer ainsi 3 ans de suite, sinon on verra des dégâts collatéraux considérables pour nos concitoyens. Luc Guyot, je vous voyais acquiescer. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui le sentiment d'avoir des marges de manœuvre dans votre commune? Les marges de manœuvre se réduisent parce que, comme ça a été dit, il y a les diminutions des dotations de l'État, mais il y a eu aussi les transferts qu'on nous a fait par rapport au rythme scolaire. Et ça, c'est aujourd'hui indiscutablement une situation très difficile. Et la semaine dernière, dans mon département, nous étions en train de manifester aux côtés des entrepreneurs de travaux publics qui n'ont plus de boulot. Et il y a aussi les artisans. Et je crois que là, il faut... on ne peut pas faire une descente aussi importante qu'elle est faite aujourd'hui. Je suis d'accord avec Dupont-Aignan pour dire, petitement, on peut supporter, on s'adapte, mais avec les secousses qui sont prévues, ça va être très difficile. Nicolas Dupont-Aignan, il nous reste 1 minute. La réforme territoriale est en cours. On la discute au Parlement en ce moment. Est-ce que c'est pas finalement l'une des solutions que de redécouper, que de redéployer les compétences ou les territoires? Si on supprime une strate, oui. Si on crée des monstres régionaux, imaginez comment vont faire les habitants de Champagne-Ardenne. Ils vont traverser les Vosges pour aller à Strasbourg pour une réunion. Tout ça n'a aucun sens. C'est le gigantisme. Ce que je veux expliquer, je ne cesse de le faire, c'est que ce qui est petit est contrôlé par le citoyen. Ce qui est petit fait preuve de bénévolat. Il y a eu un effort considérable des élus locaux pour se regrouper au cours des 10 dernières années. Il y a eu des communautés d'agglomération. Au moment où elles commencent juste à être digérées,
on en refait une couche. C'est une vision technocratique qui va coûter beaucoup plus cher à la fin. Mutualisation des services, oui. Mais pourquoi multiplier les créations de structures? Pourquoi cette course au gigantisme qui est une vision totalement technocratique de Bercy et qui va coûter beaucoup plus cher à la France? Luc Guyot, vous avez été président de la FNSEA, vous êtes aujourd'hui tout nouveau maire d'une commune de Vendée. Est-ce qu'il est plus facile d'être maire aujourd'hui que président de la FNSEA hier? C'est plus facile d'être maire aujourd'hui après avoir été président de la FNSEA parce que j'ai pris suffisamment d'expérience. Mais ça n'est pas du tout les mêmes problèmes, sauf celui qu'a évoqué Dupont-Aignan, celui de la proximité. S'il n'y a pas la proximité, toutes les réformes qui sont prévues, pourquoi pas? Mais de toute façon, les économies budgétaires, c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, c'est pas aujourd'hui. Mais si on a perdu toute la proximité d'ici, c'est un grand syndicat de proximité, c'est pour ça qu'ils sont forts. On en reparlera lors du prochain Salon de l'Agriculture. Merci Luc Guyot, merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous de nous avoir rendu visite sur le plateau de Public Sénat en direct du 97e congrès des maires de France que nous allons quitter provisoirement puisqu'à partir de 16h30, Perrine Tarnaud sera en compagnie d'élus locaux bien sûr et de Gérard Larcher, le président du Sénat. D'autres rendez-vous également dans notre journal de 19h. Et bien quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver toujours en direct du congrès des maires demain mercredi à partir de 10h30. Je n'en doute pas, vous serez au rendez-vous. Merci de votre fidélité à tous.